Bonjour à tous, je suis Patrice Marcadet, vous écoutez Et maintenant, le podcast qui donne la parole comme on donne la main à ceux qui traversent un passage délicat. Une partie du chemin parcouru s'achève, une autre se dessine plus ou moins distinctement à l'horizon. Et maintenant devient la question qui occupe l'esprit à tel point que souvent elle parasite la créativité et empêche d'imaginer le futur. Le principe de ce podcast, que j'appelle pour sourire PodCoach, est de semer des mots dans l'oreille des auditeurs pour aider l'invité à trouver son chemin. Aujourd'hui, nous poursuivons la découverte des ressources humaines de la ressourcerie La Maison du Mail. Nous allons faire la connaissance de Mathilde Brugier, l'une des fondatrices de l'association. Les Allées du Mail à La Rochelle comptent beaucoup de maisons. En quoi la tienne, la vôtre, est-elle singulière? Pourquoi mérite-t-elle que l'on s'y arrête? Bonjour Mathilde. Donc pourquoi cette Maison du Mail a-t-elle l'article défini la Maison du Mail comme si elle était unique? Bonjour Patrice. C'est une bonne question. Elle a cet article parce que c'est vrai que je trouve qu'elle est unique. De par tout d'abord son architecture qui est une maison des années 50 très moderne et très bien aménagée. J'apprécie l'architecture, donc j'apprécie beaucoup ce bâtiment. Et puis elle est unique aussi dans tout ce qu'elle crée, dans toutes les rencontres qu'elle y crée, dans toute l'énergie qui est dedans. Donc de par ses différentes activités qui vont de la ressourcerie, du réemploi, du café associatif, des ateliers qui s'y déroulent, qui sont dans l'artisanat, dans l'art, dans le bien-être. Et puis aussi dans l'art qui s'y crée de par ces ateliers d'artistes que l'on peut retrouver au deuxième. Donc effectivement, je dirais qu'il y a plein de maisons sur cette allée du Mail, mais que celle-ci est bien spéciale. C'est la maison. C'est la maison. C'est la maison, bon. Et donc, si je te demande comment toi, Mathilde, tu as fait la connaissance de cette maison et comment tu y es rentrée, tu vas pas me dire que c'est simplement parce que tu as vu de la lumière. Non, parce qu'en plus, elle se voit pas de la rue, donc c'est difficile d'y voir de la lumière. Non, je dirais que ce qui m'a fait connaître cette maison, c'est des rencontres qui m'ont amenée en juin 2021 à visiter... juin 2022, pardon, à visiter cette maison dans le cadre d'un appel à projet. Et puis on s'est retrouvés à plusieurs associations à visiter cette maison. C'était en fait un promoteur, Novaxia Investissement, qui mettait cette maison à disposition d'associations temporairement. Donc à l'origine pour quelques mois. Donc on a été plusieurs associations à visiter, puis on s'est regroupés avec 3 associations, Otipi, le Village d'Or et La Croisée, dont je fais partie. Et on a décidé de monter un projet ensemble et de le soumettre à Novaxia Investissement qui nous a finalement choisis. Donc le temps d'y faire quelques travaux entre juin 2022 et mars 2023. Et puis on a ouvert ce lieu fin mars 2023 et pour le moment jusqu'en décembre 2023 parce que c'est une occupation temporaire en attendant les travaux qui concernent et cette maison et la clinique du Mail. D'accord. Et à votre avis, pourquoi votre projet a-t-il emporté la décision? Qu'est-ce qui intéressait les promoteurs? Je crois que c'était le fait qu'il y ait une synergie déjà. Je crois que à plusieurs on est plus fort et que le fait qu'on ait ces 3 associations avec des buts un peu à la fois distincts, qu'étaient la parentalité ou le bien-être ou le réemploi et l'artisanat, mais aussi d'avoir des valeurs communes. Je crois que ça a fait partie des critères pour nous choisir, et puis aussi parce que on a décidé qu'en créant ce collectif La Maison du Mail, on allait s'adapter en fait à notre lieu. C'était notre projet qui finalement répondait à cette maison et à ce qu'elle nous offrait
On était assez souple dans l'idée qu'on avait de nos projets. On imaginait un lieu, mais en fait, ça pouvait être celui-ci. Donc, on s'est dit que c'était une super opportunité. Et je pense que c'est un peu toutes ces synergies et toutes ces énergies qui ont fait qu'on a été choisi. Quand tu dis nos valeurs communes, tu penses à quoi? Quelles sont les principales valeurs communes qui vous réunissaient? Je dirais que c'est de faire du lien, de co-construire et de créer du lien social et dans le bien-être aussi et dans l'art, dans le partage, quoi. C'était vraiment de se réunir tous pour apprendre ensemble, créer ensemble, découvrir ensemble. Bon, bien. Mais écoute, avant de rentrer dans le détail de ce beau projet, est-ce que tu veux nous dire un peu plus qui tu es, Mathilde Brugier? Si tu dois te présenter, tu dis quoi à cette maudite question? Qui êtes-vous? C'est infernal comme question, mais ça permet aux gens de se situer un peu. Alors, je dirais que j'ai 34 ans, que je suis rochelaise d'origine, que j'ai passé jusqu'à mon lycée à La Rochelle, que je suis ensuite allée faire des études à Poitiers, à Lille et à l'étranger pour finalement travailler à Paris. Et puis je suis revenue pour des raisons familiales en 2021 à La Rochelle. Et puis en fait dans ma vie professionnelle, j'étais en gestion de projet, donc j'ai géré des projets dans des domaines assez variés qui allaient des ressources humaines au bâtimentaire, à la formation. Et en fait j'avais besoin et j'avais envie de créer un projet par moi-même, pour moi, avec un but qui m'était cher. Donc en rentrant à La Rochelle avec mon ami Martin, que j'ai rencontré à Paris, on a décidé qu'on voulait tous les deux se lancer dans une aventure commune professionnelle. Et puis c'est là qu'on a réfléchi à plusieurs projets et que les opportunités nous ont donné la chance de créer ce projet tous les deux, et avec aussi Fanny et Arnaud qui font partie de notre association La Croisée. C'est quoi l'objectif de La Croisée? La mission? C'est surtout le réemploi et le lien et l'apprentissage par les uns et par les autres. Le réemploi, ça veut dire l'aide pour rechercher du travail? Non, c'est le fait de réduire les déchets, de réutiliser des déchets, de récupérer, réparer. Donc c'est tout ce qui est vraiment partie brocante, ressourcerie, atelier de réparation vélo, artisanat, le fait de savoir faire des choses de ses mains, de créer aussi de ses mains. Et puis tout ça en lien, enfin c'est vraiment le lien, l'échange qui nous tient. Le lien a une grande conscience écologique. Ouais. C'est ça qu'il faut. Ouais, exactement. Ça c'est vraiment quelque chose, ça aussi ça fait partie de moi. Le fait d'acheter d'occasion, de récupérer. Les dimanches avec ma mère, c'était les brocantes. C'était notre promenade du dimanche. Ah oui, Ah oui, c'est pas une vocation tardive. Non, c'est parfois compliqué parce que chez nous, il y a vraiment beaucoup de choses, mais c'est vraiment un truc de famille. Mon père aussi récupère beaucoup. Donc. Ah, c'est drôle. Et puis on s'y retrouverait avec Martin aussi, c'est vraiment un point commun. Il aurait peut-être fallu qu'il y ait un ou deux qui soit minimaliste et maniaque et que... Lui aussi, il récupère? Ouais, lui aussi, il achète, il aime bien, il chine. Il chine. Ouais. Ouais, c'est une activité particulière que de chiner. Je pensais à ça. C'est la recherche de quoi? Qu'est-ce qu'on cherche en fait quand on chine? Eh ben, j'ai l'impression qu'on cherche pas en fait, on trouve. Non, c'est génial. Tu vois, c'est autre chose que de consommer en se disant je veux ça, j'ai besoin de ça. Et en fait, en brocante, même si parfois on y va, en brocante ou en vide-grenier, on y va avec des idées, mais souvent on revient avec des choses qu'on n'aurait même pas imaginées. Par contre, c'est la phrase de Picasso, je cherche pas, je trouve. Ah oui, bon, j'ai pas ce... Je ne savais pas que Picasso était le saint patron des brocanteurs et des chineurs. Bon, donc, sur ton parcours, quand tu as terminé
ton cursus scolaire du secondaire, quand tu étais encore à La Rochelle, tu avais envie de faire quoi? Je savais pas du tout ce que j'avais envie de faire. Moi, j'ai beaucoup suivi les parcours faciles, entre guillemets, de tu n'es pas trop mauvaise en maths, tu fais S, tu as un bac avec mention, tu vas en prépa, tu as une prépa, tu fais une école, donc j'ai fait une école de commerce. J'ai un peu enchaîné comme ça pour à prendre les décisions le plus tard possible. Le moins qu'on en puisse dire, c'est que tu frimes pas, tu te mets pas en valeur, tu dis ça, j'ai fait ça, j'ai eu une mention au bac, Ouais, en fait, tu vois, plus je me dis maintenant, plus je me dis, les gens qui sont au lycée et tout, c'est un moment tellement tôt dans la vie pour choisir ce que tu veux faire. Je trouve ça... Et du coup, je me dis, en fait, ce qu'il faut, c'est essayer des choses. Se lancer, faire des stages, aller dans des entreprises, aller avec des gens, parler. C'est ça qui fait, en fait, qu'on connaît la vraie vie. Encore plus que bien sûr que les études, on apprend des choses, mais j'ai l'impression que moi, dans mes études, ce qui m'a vraiment formée, c'est mes voyages. C'est là que j'ai appris. Alors, qu'est-ce que tu as fait, par exemple, comme voyage? Je suis allée en Chine et Oui. pendant quelques temps, et je suis allée au Vietnam aussi. Et là, c'était vraiment, tu te débrouilles tout seul, t'apprends plein de choses, t'apprends la vie, que la vie est différente. Donc, Tu y as été toute seule? j'y ai été toute seule, oui, enfin dans des cadres scolaires, donc quand même encadrés, hein, mais oui, toute seule, ouais. Et non, c'est vrai que c'est avec ma première expérience professionnelle où, en fait, c'est la gestion de projet où je me suis dit, c'était peut-être encore décaler mes choix, mais je me suis dit, ben, si je gère des projets, je peux en gérer plein des différents et du coup faire encore plein de choses différentes dans ma vie. Quelles sont les qualités qu'il faut pour gérer bien un projet? Je dirais qu'il faut s'adapter parce que les contextes sont différents, les équipes sont différentes, les projets sont différents. Je dirais qu'il faut être curieux et rigoureux et comprendre vite, quoi, apprendre vite, se dire, enfin en tout cas avoir les clés pour se dire voilà le contexte, voilà comment marche ça, voilà ce que tu as besoin d'apprendre pour pouvoir gérer bien ce projet, voilà les compétences ou les données que tu as besoin de comprendre pour pouvoir être au niveau. Et puis je dirais que c'est faire du lien aussi. Et c'est parce que dans un projet il y a toujours plein d'acteurs et donc c'est emmener tout le monde vers un but commun, faire comprendre qu'il y a un objectif au bout et réussir à emmener tout le monde et puis parfois faire preuve de fermeté, enfin en tout cas faire comprendre que dans certains moments il y a des choses qu'il faut faire pour que ça avance. Pour toi, qu'est-ce qui est le plus difficile dans la conduite de projet, justement, en fonction de ce que tu viens de dire? Eh ben, je dirais que c'est la partie fermeté. C'est la partie ou la partie conflit ou la partie où il peut y avoir des moments difficiles et je suis autant je sais vraiment bien défendre les choses pour les autres et me mettre et les aider et faire en sorte que ça se passe bien, autant pour moi j'ai plus de difficultés. Donc effectivement c'est encore un côté de à travailler pour moi, mais pour un projet, ouais, enfin pour un projet qui me tient à cœur avec des gens avec qui j'aime travailler, ouais, je suis contente de les emmener vers un but commun. Et pour eux, pour l'intérêt du projet, tu consentirais à être moins gentille? Oui. Mais il faut que le projet soit suffisamment intéressant pour que... Ouais, autrement, tu aurais tendance à être plus conciliant. Bah ouais, je sais pas si c'est intéressant, mais en tout cas, oui, il faut que j'y croie, quoi. Faut qu'il y ait qu'il y ait quelque chose au bout, c'est sûr. Ou j'y crois, ou que quelqu'un y ait un intérêt, ou que... Enfin, oui, c'est sûr. Et alors, les projets sur lesquels tu as été investi, qu'est-ce qui te passionnait?
Je crois que c'était de répondre à un besoin. Le dernier gros projet sur lequel j'ai travaillé, c'était de définir le nouveau siège de mon ancienne entreprise en accord avec les processus de travail. Donc c'était de fournir à toutes ces équipes un lieu dans lequel ils pourraient se sentir bien, dans lequel ils pourraient travailler au mieux et dans le but final pour que l'entreprise soit pérenne et se développe. Mais c'était très intéressant de comprendre le besoin et de participer à trouver la solution et de faire en sorte que cette solution se déroule comme il fallait. Et pareil, la Maison du Maïs, je l'imagine comme un besoin de lien, un besoin que les gens se rencontrent, un besoin d'un lieu pour que les gens apportent leurs affaires et que ce soit pas jeté à la poubelle. Et tout ça, quand je vois ce but au fond, je suis contente de participer à ce que ça se mette en place. Ouais. Dans l'aménagement des locaux de travail, je sais à quel point les locaux et les places sont chargées d'affect. Si je suis à tel étage, si je suis à tel autre, si je suis orienté vers le nord, orienté vers le sud, si j'ai une vue vers ceci ou cela, c'est autant de signes de reconnaissance. Ouais. Donc j'imagine que ça a dû donner lieu à des négociations serrées. Oui, aussi. Et en même temps, je crois que la force aussi de ma manager qui a géré ce projet-là, c'était de déléguer et de donner des responsabilités à des personnes sur leurs équipes à elles aussi. Et donc en fait, toutes ces négociations, elles se sont réalisées presque... c'est pas possible, je vais exagérer, mais presque comme si tout le monde avait pu en parler dans une très grande salle et tout le monde se mette d'accord. C'était vraiment... la communication était très bien organisée, assez fluide pour que les gens comprennent pourquoi pour cette équipe-là, cette personne-là, c'était plus adapté de se mettre ici. Il y a même des personnes de l'entreprise, et notamment les dirigeants, qui se sont placés à des étages stratégiques sans se mettre tout en haut de la tour d'argent, tu vois. Donc c'était... Eh bien, chapeau, hein. J'ai connu ça à une époque avec la moquette qui poussait suivant les étages. Quand on était au rez-de-chaussée, c'était du carreau, et quand on était en haut, c'était de la moquette hyper moelleuse, etc. Il n'était pas question que la personne qui était en haut redescende sur une moquette rase. Il n'en était pas question. C'est vrai, t'as raison, mais tout ça, ça a été effectivement pensé et pour essayer de casser un peu ces codes de hiérarchie. Dis donc, des étages. Si tu as réussi à faire ça, chapeau. Hein. J'y ai participé, oui. Si tu as participé, et toi, tu étais vécu comme quoi? Donc, comme tu ne faisais pas partie de la chaîne hiérarchique, non. Tu étais vécu comme quoi? Dans ce projet-là, comment les autres me voyaient? Ouais. Je faisais partie du projet sans... On me voyait pas comme un décisionnaire, mais on me voyait comme quelqu'un, en tout cas, de conseil, je dirais, ou qui pourrait avoir une influence. En tout cas, on pouvait me parler de choses, mais on me voyait comme un élément du projet. Un élément facilitateur. Ouais, aussi, c'est vrai. Oui, mais ça, c'est une grande qualité. Et c'est important que tu mettes l'accent là-dessus. Parce que la société, vu l'état de dégradation des rapports entre les gens, à quel point les conflits tournent très vite vers des conflits de personnes, il y a des dépôts de plainte, soit au prud'homme, soit au commissariat, mais enfin, les rapports sont très tendus dans la société actuellement. Donc, si tu as ce savoir-faire, c'est extrêmement important que tu le mettes en avant, il me semble.
Et alors, dans l'expérience, la Maison du Mail, est-ce que ça a été à la hauteur de tes espérances ou est-ce qu'il y a eu des choses un petit peu dures à avaler? Les deux. Bah oui. Oui, quand tu me demandes si ça était à la hauteur de mes espérances, oui. Quand on en parlait avant et que j'imaginais un tiers-lieu et un projet qu'on pourrait créer, j'imaginais tout à fait ça. Ce lieu mixte avec des ateliers, des choses qui s'y passent, une programmation sur certains événements, certains week-ends. Et donc, oui, c'est vraiment comme ça que je l'imaginais. Après, j'imaginais pas tout ce qu'il fallait qu'il se passe pour en arriver là. Donc, j'imaginais pas forcément toute cette charge de travail, même si je savais que ce serait beaucoup à faire, mais j'imaginais pas ensuite que pour faire vivre un lieu comme ça au jour le jour, il faut en fait de nombreuses ressources et que là, dans le collectif, on est en fait peu de personnes disponibles à temps plein, donc effectivement ça demande beaucoup d'énergie ensuite à faire vivre parce que c'est pas tout de le créer, ensuite il faut le faire vivre. J'imaginais pas tout à fait gérer un collectif très très transversal, c'est-à-dire où tout le monde est à égalité et où tout le monde peut choisir, décider, parler. Et donc c'est vraiment quelque chose que j'espérais et donc on a réussi à faire ça. Et en fait j'ai appris aussi les difficultés de ce genre de collectif et aussi les joies et la co-création. Donc ça, j'ai appris beaucoup là-dessus. Et parce que je viens effectivement du monde de l'entreprise où c'est... même si ça tendait dans ma dernière entreprise à être beaucoup plus transversal aussi, j'avais quand même une manager au-dessus de moi et donc pas du tout les mêmes responsabilités. Et puis j'ai appris la temporalité aussi, vraiment, même si je viens du monde du projet, hein, mais effectivement un projet comme ça, avec toutes ces contraintes, notamment de bâtiments, de toutes les personnes qui vont avoir une part à jouer dans ce projet-là. Effectivement, ça rajoute des discussions, des délais. Donc là aussi... Ouais, c'est tous les thèmes en fait qui sont d'actualité. C'est comment on peut travailler ensemble, comment on peut supporter que l'autre soit différent et un autre regard que le mien. C'est vraiment extrêmement, je le ressens moi, comme extrêmement important dans le moment dans lequel nous sommes de cet automne 2023. Je pense que tu as acquis là une expérience, un savoir, un savoir-faire qui sont extrêmement précieux parce que le problème du management, le problème de l'organisation, de la conduite d'une équipe, la gestion d'une démocratie, c'est pas de la tarte. Ouais, c'est sûr. Mais déjà, lorsque j'ai quitté ma dernière expérience à Paris, donc mon entreprise avec ma manager que j'aimais beaucoup, je m'étais dit que j'avais beaucoup grandi, que j'avais beaucoup appris et qu'en fait j'avais besoin de me tester. J'avais besoin de me jeter un peu là, dans le grand bain et d'y aller. Et là, je me dis, ça me rajoute une couche effectivement d'apprentissage, de connaissance de moi, de voir mes limites, de voir mes capacités. Donc ouais, c'est sûr, c'est un projet comme ça. La Maison du Mail, on en sort grandi. Parfois avec quelques petites cicatrices, mais grandi, c'est sûr. Bah oui, Et les cicatrices viennent les cicatrices les plus douloureuses, c'est celles qui sont relationnelles. Ouais, exactement, hein? C'est vrai. Quand les gens ne répondent pas à l'espoir qu'on leur portait en eux. Ouais. Ouais, il y a ça où je sais pas si c'est de l'espoir ou même pour eux, c'est quand les gens
n'arrivent pas à l'espoir que eux avaient en eux et qu'on les regarde impuissants alors que nous on aurait pris tout ce qu'ils nous donnaient même si c'était pas tant. Donc tu veux dire que la personne à ce moment-là elle devient comme elle est déçue par elle-même, elle se met dans un registre plus de colère et de revendication pour te faire je dirais pas te faire payer, mais pour trouver un peu un bouc émissaire à son propre mal-être. ouais, enfin oui, il doit y avoir de ça effectivement, de se sentir victime en fait, de se sentir victime de tout. C'est toujours l'histoire du triangle dramatique, tu sais. Oui, on ne sort pas de ce triangle dramatique. Oui. C'est super compliqué. C'est super, super compliqué. Et plus moi j'ai toujours été surpris dans le monde associatif où il y avait vraiment les enjeux pécuniaires étaient vraiment c'était peanuts par rapport au privé. Donc la monnaie d'échange en fait c'est les signes de reconnaissance. La monnaie d'échange c'est tu m'aimes, je suis important, les gens m'aiment. Et il y a combien de gens qui m'aiment plus que toi, etc., etc. Et à ce moment-là, le combat pour la reconnaissance peut être d'une violence inouïe, peut-être vraiment féroce, comme s'il s'agissait de vie ou de mort, alors que on est dans le symbolique. Ouais. Mais bon, c'est vrai que ça prend au trip, ça prend au cœur ces projets-là, et effectivement, il y a des moments où il faut faire un pas de côté et respirer et se dire, bon, en fait. Bon, alors on en est là. Maintenant, donc tu as fait tout ce parcours, tu as fait ces expériences, tu as vécu tout ça. Maintenant, tu as 34 ans et Mathilde, dans quoi tu vas te projeter maintenant? Qu'est-ce qui serait important? Tu as veillé pendant tous ces 34 ans à apprendre toujours des choses nouvelles tous les ans. J'ai l'impression que c'est ce que tu nous as dit. Tu as toujours appris. De l'école au collège, au lycée, à la fac, dans l'entreprise, à l'étranger, tu as toujours appris. Donc tu es une création comme la Maison du Mail. Maintenant, qu'est-ce que tu aurais envie d'apprendre? Je crois que je sais pas tout à fait, et c'est quelque chose aussi qui me rassure dans ma vie, de me dire que je sais pas vraiment ce que je vais faire jusqu'à la fin de ma vie. Je pense que c'est que j'aurai des opportunités qui vont me donner de nouvelles idées. Mais sinon, ce que j'aimerais bien, effectivement, d'avoir appris tout ça, je crois que j'aimerais bien peut-être transmettre aussi. Donc que ce soit sur ce projet de la Maison du Mail ou des projets d'avant, j'aimerais pouvoir peut-être aider les gens à se lancer ou à gérer des projets comme ça, à se dire que c'est possible, à donner peut-être des outils ou des choses pour faciliter ces projets-là. Et puis j'aimerais, je crois que d'être revenue à La Rochelle aussi. J'aimerais bien faire quelque chose dans cette ville. J'ai apprécié pouvoir lancer ce projet de la Maison du Mail dans cette ville qui m'est chère. Donc j'aimerais bien continuer d'avoir, je sais pas si c'est une influence, mais en tout cas de participer à la vie de ce territoire. Donc et à participer de quelle façon? Je crois quand même fort dans le social et le solidaire, et dans l'économie sociale et solidaire, parce que effectivement tout ça est en lien, et effectivement j'imagine peut-être trouver ou gérer des projets encore en lien avec
avec ces dimensions qui me tiennent à cœur. Ce qu'on appelle l'urbanisation transitoire. L'urbanisme transitoire, ouais, pourrait tout à fait participer à ça, dans le sens où je crois fort au lieu, je crois fort au physique. Donc que ce soit par ma dernière expérience en créant ce nouveau siège adapté au processus de travail, que ce soit par la Maison du Mail qui, de par cet endroit physique, a permis de créer ces liens, ces rencontres. Effectivement, je crois très fort dans l'urbanisme transitoire, donc Novaxia Investissement le fait beaucoup, c'est-à-dire qu'à Paris, ils récupèrent des bâtiments en attendant d'y réaliser des travaux, et puis ils y installent des associations, des secours populaires, Emmaüs ou d'autres associations. Et je crois que à La Rochelle et dans la communauté d'agglomération, il y aurait moyen de trouver des bâtiments qui sont pour le moment inutilisés, dans lesquels on pourrait y installer des initiatives, permettre en tout cas à des initiatives de se lancer. Comme on dit à la télévision, Jean-François Fountaine, si tu nous écoutes. C'est comme ça qu'on dit à la télé. Donc, effectivement, je pense que ça serait important de le faire dans cette ville, dans cette agglomération, et je suis sûr qu'il y a plein de locaux qui pourraient être valorisés. Et maintenant, souvent je parle de la main tendue. Et toi, tu viens d'ouvrir une piste en disant que tu aimerais bien transmettre ce que tu as fait à des étudiants, des élèves ou des... tu penses que dans une école de commerce, ça pourrait les intéresser, ça? Ouais, je pense. Ouais, c'est sûr. Ben, comme tu es de la maison, tu es une ancienne des écoles, ça pourrait être une piste, ça. Bah ouais, c'est vrai. Proposer ça à l'école de commerce de La Rochelle, de faire un enseignement là-dessus, ça serait... Ouais, c'est sûr. Bah, j'avais demandé, j'ai une amie qui va donner des cours à l'université, je crois, elle, de La Rochelle. Et j'avais proposé, si elle avait des contacts, de pouvoir faire effectivement une formation en gestion de projet, ou en tout cas un module sur la gestion de projet et l'économie sociale et solidaire. Ouais, j'aimerais beaucoup transmettre. En fait, dire que c'est possible, et en fait, moi, je crois aussi... peut-être, je me dis, dans ma vie professionnelle, j'aimerais, s'il le faut, avoir sinon une activité à temps partiel, et pouvoir à côté, dédier du temps à des projets qui sont moins rémunérateurs, mais qui ont beaucoup de sens pour moi. Oui, tu aurais un rôle de conseil, Ouais. un rôle de tuteur un peu, oui. Ouais, oui, ça c'est une piste possible. Qu'est-ce que tu verrais encore comme champ qui t'intéresse et qui pourrait être, quand tu seras plus vieille, quand tu seras vieille, quand tu seras... mettons, là, tu as 34, mettons que tu en es 44, mettons 10 ans, tu es où donc, à 34 ans, à 44 ans? Je sais pas du tout. À 54, alors. C'est dur, mais en plus, moi, ma retraite n'existe pas, donc je travaillerai, que tu me dises 64 ou 64, je travaillerai encore. Je serai où J'ai l'impression que j'aurai un lien avec La Rochelle, et notamment parce que mon père est ici, et que maintenant j'ai envie d'être près de ma famille. Mais après, j'ai l'impression que je serais partie un peu, peut-être pour quelques années, que je serais revenue. Et Bon, donc, tu es très attaché à la... Tu as dit tout à l'heure, tu es très attaché au réel, aux maisons réelles, au territoire. Donc, tu n'es pas une fille du virtuel?
Si, mais ça me... Comment dire? Il m'aide le virtuel. C'est un outil le virtuel. Et je lui suis reconnaissant et pour moi on ferait pas sans le virtuel et toutes ces intelligences artificielles, mais c'est pas tout. Je pourrais pas être que dans le virtuel. Et l'IA, ça t'intéresse? Ça m'intéresse, ouais. Ça m'intéresse notamment dans le fait de savoir pour je sais pas comment dire, pas m'en méfier, mais bon, pour un peu tout connaître pour pouvoir bien l'utiliser, tu vois, être dans la connaissance pour pouvoir l'utiliser à bon escient. Tu t'en es servi pour la maison? T'as consulté ChatGPT, tu lui as posé des prompts pour voir un petit peu ce qu'il avait raconté? Eh ben, on a essayé plutôt pour des outils un peu, des outils de gestion de caisse ou des outils de choses comme ça. Et alors? Et alors, j'ai pas persévéré. En fait, je me suis remis sur mes Excel que je connais bien et que j'affectionne. Donc, mais oui, c'est fort. Et en même temps, quand j'en parle à beaucoup de personnes qui sont dans des métiers un peu dans le digital et tout ça, qui s'inquiètent du fait que ChatGPT pourrait les remplacer, je me dis, rien ne remplacera les vraies personnes et le vrai lien et les discussions qu'on aura. Donc ça, c'est un endroit qui pourra être aidé par le virtuel et le digital, mais dont on aura toujours besoin. Je crois. T'es optimiste, ouais. Mais le métier, c'est de savoir formuler des prompts, c'est-à-dire poser des questions à la machine. Et tu n'as pas essayé encore de creuser ça? Non, pas encore, mais ça m'intéresse. Ah oui. C'est très intéressant. C'est quelquefois un peu vertigineux, mais c'est très intéressant. Ton prochain podcast, c'est interviewer ChatGPT. J'ai fait une interview de Patrice Marcadet par ChatGPT. J'ai fait un numéro dans lequel ChatGPT me posait des questions et enfin moi ça m'intéresse beaucoup ces outils-là et ça me fait quand même très peur pour mes enfants. Pour moi je risque plus rien, mais pour mes enfants, mes petits-enfants, à plus forte raison, ça peut changer quand même beaucoup la donne. C'est vrai. Mais toi, ce que tu vends, en fait, c'est de la relation, c'est du vivant. Ouais. Ce que tu vends, c'est toi, en fait. C'est ta capacité à établir le contact, à écouter, à reformuler, à mettre en synergie. C'est des qualités humaines que tu vends. Ouais, je crois que c'est ça que j'aime en fait. C'est pas forcément répondre moi aux besoins de la personne, mais c'est de tout mettre en œuvre pour que ça se passe, pour que les gens derrière soient contents. Je sais pas trop comment le dire autrement, mais parfois même ces personnes qui n'ont pas conscience de leurs besoins, en fait, c'est aussi d'apporter cette réponse qui finalement les rend plus heureuses, et j'aime bien faire effectivement cette facilitation ou ce lien ou créer ça pour que le besoin soit accompli. J'ai l'impression que nos auditeurs ont compris qui tu es, tes points forts et vers quoi tu tends. C'est-à-dire, moi j'ai compris que tu tendais vers être facilitatrice du projet des autres. Ouais. Et que ton projet c'était un peu ça. Bon. Ouais, et puis parfois... Et puis réaliser ton propre projet. Voilà, exactement. Et alors si tu voulais réaliser ton propre projet, tu ferais quoi? Si tout était possible? Si tout était possible... Je
crois que c'est encore un lieu. Mon propre projet, et donc du coup je vais le prendre personnellement, et ce serait un habitat intergénérationnel avec ma famille, des amis, des gens d'un peu partout qui ont chacun leur espace, mais aussi des endroits pour se retrouver. Je crois que ouais, mon projet, pour le moment, enfin, si je l'imaginais, c'est plus personnel, et ce serait ça, ouais, ce lieu de vie commun, mais aussi Et ben maintenant que tu t'es fait connaître de nos artistes, je crois que de Novaxia. Novaxia, Ouais. Novaxia, je pense que il n'y a plus qu'à les contacter. Et, eux, ils ont les moyens de faire ça. Et toi, tu gères le projet. Ouais. Et c'est tout à fait dans l'air du temps. Moi, je vois ça comme extrêmement, extrêmement possible. Bah oui, moi j'y crois aussi. Mais oui. Ouais. Mais oui. Tu as écrit quelque chose là-dessus? Il y a longtemps, ouais, on avait écrit avec Martin, tous les deux, on avait écrit pas mal de choses là-dessus. On a mis un petit dessin. Eh bien, il serait le moment de, de repartir. Parce que, en fait, la maison, là, qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle va être écrasée. Elle va être écrasée, c'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu, ouais. Bon, alors ça, c'est quand même pas simple, Non. j'imagine. Non, c'est vrai. Et pourtant, il faut pas mettre de l'affect dans ces choses-là, mais c'est vrai que ça fait... Ouais, ça ferait de la peine de se dire qu'elle est... Après tout ce qu'elle a vécu, qu'elle va être écrasée. Mais bon, elle aurait une belle vie. Et là, on est content. Nous, là, ce qu'on veut, c'est qu'un maximum de personnes puissent en profiter, la voir, la visiter. Et alors, et vous deux, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Martin et moi? Oui, enfin, toi d'abord. Moi, je cherche du travail. Tu considères que ton investissement dans la maison s'arrêtera à son écrasement? Oui. Ben oui, puisque pour moi c'est vraiment le lieu physique, donc je pense qu'effectivement le jour où la maison du Mail est écrasée, en tout cas cette partie du projet s'arrête. Après, si j'imagine qu'il pourrait se passer d'autres choses, peut-être sur des endroits un peu éphémères ou sur un événement particulier, que la maison du Mail revive pour un événement avec les personnes qui l'entourent. Donc mon investissement bénévole et dans la maison du Mail physiquement se terminera lorsqu'elle sera écrasée, mais je pense qu'il y a encore des choses qui sont possibles avec ce collectif. En tout cas, je garderai dans l'idée de ce collectif qu'on a créé tous ensemble et qui peut-être peut Vous êtes devoir combien naître de actuellement? projets. Ben, à gérer vraiment la maison, enfin dans le collectif de la Croisée on est 4, mais il y a toutes les personnes qui viennent faire des ateliers au premier, les ateliers d'artistes du deuxième. Donc tout ça, sans être vraiment dans le collectif, je les compte dans ce projet, et je pense que tous ensemble... Mais vous n'avez pas le projet de continuer, par exemple de faire une asso, et pas les anciens de la Maison du Mail, mais quelque chose comme ça, et de trouver un autre point de chute? Eh ben, en tout cas, on est ouvert aux opportunités. Mais après, d'un point de vue vraiment très matériel, Martin et moi, il faut qu'on trouve du travail. Et donc, la vraie vie nous rattrape un peu. Donc, on le garde à l'esprit, et on est ouvert aux opportunités. Mais en se disant aussi que... Il y a un principe de réalité, là. Voilà, exactement. La réalité nous a rattrapés. Il faut en faire quelque chose de cette expérience. Faites un bouquin, faites une vidéo, faites un truc, et puis après vous pouvez le faire tourner, vous pouvez faire quelque chose avec ça. Oui, on s'est dit en tout cas moi que j'avais besoin, et c'est aussi quelque chose que je faisais dans mes précédentes expériences, de faire une clôture de projet. Oui. Donc avec tout ce qui s'est bien passé, moins bien passé, et de garder tout ça en tout cas quelque part au chaud, et qui, ouais, comme tu le dis, pourrait se transformer en quelque chose de visuel ou de papier. Quelque chose de transmissible. Tu disais ouais, que tu avais envie d'enseigner. Ouais. Ouais. Vous pourriez très bien faire un tuto, je ne sais pas quoi, un produit j'emploie ce mot horrible, mais
faire quelque chose qui puisse avoir une valeur marchande, puisque vous serez soumis au principe de réalité. Donc, ça serait vraiment trop bête que ce projet se disloque et que le projet s'écroule un peu comme la maison. Moi, ça ne me plaît pas, ça. Que le projet s'écroule avec la maison. Avec l'entrée du bulles d'eau, ça vous disperse et le projet est foutu. Ouais. Ça me plaît pas. Ben, de toute façon, on lui aurait donné une fin. Donc, mais t'as raison, il faut une clôture et je sais pas s'il faut que ce soit commercial. Moi, avec Martin, on croit beaucoup dans l'open source, donc j'imagine aussi peut-être quelque chose de disponible, au moins nos outils, Mais ça contribue à votre notoriété. Ouais, c'est vrai. C'est comme ça que vous vous payez. C'est pas un argent sonnant et trébuchant. Exactement. Mais on dira, Mathilde Brugier, c'est elle. Ah oui, tu te souviens, c'est elle qui est à l'origine de la Maison du Mail à La Rochelle. Ils ont mené ce projet, etc. Tu as besoin de te faire un nom dans ce domaine-là, une expertise. Oui, et puis en fait, t'as raison, il faut aussi bien finir les choses. Ah oui. Clôturer. Surtout pas une mort lente. Comme ça va être brutal, comme ça va être... ça remue tout le monde, ça. Des bulldozers qui rentrent dans une zone aussi chargée affectivement que celle-là, ça remue tout le monde. Je pense qu'il y a quelque chose à imaginer de votre côté, à préparer. Vous voyez ça vers quelle date Pour le moment, on a la date du 7 décembre. Mais bon. Bon, mais prenons la date du 7 décembre. On est c'est bientôt. Ouais, c'est bientôt, c'est sûr. Ça fait un beau chantier, là, de gérer ça. Ouais, on imaginait, en fait, on aimerait bien avoir la fin du mois de décembre pour finir l'année. Faire un marché de Noël et faire un joli mois de décembre avant de quitter les lieux. Mais... Ouais, t'as raison de faire attention aussi à bien inclure toutes les personnes qui ont participé pour que chacun puisse... c'est que chacun puisse cicatriser cette affaire. Ouais, en tout cas, la Maison du Mail, après toutes ces énergies, moi je pense qu'effectivement il peut se passer d'autres choses encore. On sait pas trop quelle forme elles auront. Mais ça, c'est vraiment un chantier important. C'est quasiment l'expulsion de ce projet. C'est comme moi, je fais des métaphores douteuses sur les accouchements, mais c'est comme ça que je vois ça, que ça a été ton bébé quand même pendant un bout d'un moment. Il faut en faire quelque chose, tu peux pas le laisser sur le trottoir. Non. Oui, c'est vrai. Et il n'y a pas beaucoup de temps pour le faire. Donc je pense que c'est important que chacun que le groupe se reforme avec les gens qui étaient peut-être au début, et puis que vous repartiez sur quelque chose que ça se termine, que ça soit beau. Ouais. Que ça soit beau. C'est sûr. Oui, je trouve que tu le mérites, vous le méritez, et le projet le mérite, et vous allez et le laisser. Et peut-être que ça pourrait intéresser aussi la ville. Trouver des gens. C'est un bel exemple que ça soit passé à La Rochelle. Ouais, c'est sûr. Mais t'as raison, faut peut-être profiter. En fait, on imagine plutôt que c'est au début d'un projet qu'on a envie de rendre ça. Non. Mais effectivement. C'est important. Ouais, c'est vrai. Avec tous les thèmes dont on a parlé là, dont le côté management, le côté création, démocratie horizontale, plein de choses. Ouais, c'est vrai. C'est plein de choses. C'est un vivier, c'est plein de ressources. La maison est pleine de ressources. Ouais, c'est clair. Physique, humaine, énergétique. Ouais. C'est sûr. Et ben là, t'as 3 mois de... Ça y est, j'ai des nouveaux devoirs à faire.
T'as un challenge de 3 mois à relever et qui peut être un départ pour la suite de l'histoire. En fait, c'est ce que je te souhaite très sincèrement, parce que je trouve que tu le mérites, que vous le méritez, et que ce que vous avez mené est un beau projet. Et donc j'espère que, et maintenant, sera au sens plein du terme, l'ouverture vers d'autres utopies en marche, d'autres projets, parce qu'en fait c'est ça qui construit l'avenir, c'est des utopies comme ça. Le reste, ça répète le passé et des trucs qui ont foiré. C'est vrai, il faut croire en autre chose, en des choses qui nous font du bien et qui nous donnent envie. Oui. Eh ben écoute, on va garder ça comme phrase de conclusion. C'est pas Picasso, ça. Hein. Non, ça c'est toi. Des choses qui nous font du bien et qui donnent envie. Oui, c'est sûr. Bon. Eh bien, Mathilde, je te remercie beaucoup pour cet entretien. C'était très, très intéressant et vraiment, de tout cœur, je souhaite que vous finissiez ça en apothéose. Merci beaucoup, Patrice. Merci pour cette initiative et bravo pour ton podcast. Et merci pour la séance de coaching. Si vous voulez joindre Mathilde Brugier et si vous souhaitez connaître le dénouement de l'histoire de la Maison du Mail à La Rochelle, vous pouvez aller sur leur page Facebook, La Maison du Mail, ou écrire à Mathilde Brugier à l'adresse lamaisondumail17@gmail.com. Et maintenant, je vous invite à vous abonner au podcast, à le partager, à faire part de vos remarques et suggestions sur mon mail patricemarcade@gmail.com. Je vous embrasse et vous dis à bientôt.